Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Antoine Mercier. Vous êtes philosophe, votre dernier livre publié chez Grasset s'intitule Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros. Alors vous y poursuivez la description critique des travers de notre époque, en particulier le dolorisme ambiant, la concurrence victimaire, la perte de vue d'un horizon d'attente, et vous y abordez aussi la diabolisation d'Israël, la relativisation de la Shoah et les massacres du 7 octobre. Première question, Pascal Bruckner, comment vous percevez la mobilisation étudiante pro-palestinienne dans les universités qui semble s'étendre aux États-Unis, mais aussi en France, comme on l'a vu avec ce qui se passe à Sciences Po, et qui aussi s'étend d'ailleurs dans d'autres facultés, dans d'autres instituts d'études politiques, Pascal Bruckner? La cause palestinienne semble être devenue la dernière cause à la mode et celle qui mobilise beaucoup plus que ne peuvent mobiliser les femmes iraniennes, les femmes afghanes ou la situation en Ukraine ou même la situation en Afrique qui est complètement oubliée. Par exemple au Soudan où les 100 000 personnes ont été tuées depuis la guerre civile et où des milliers d'Africains dans le Darfour sont menacés de disparition. Mais comme toujours, la cause palestinienne est le grand facteur de mobilisation et pour une raison simple, c'est que au Moyen-Orient se joue le combat mondial pour le titre de paria. Et les Juifs qui avaient ce titre au sortir de la Seconde Guerre mondiale l'ont perdu dès les années 70 avec la diabolisation du sionisme, avec le révisionnisme de l'ultra-gauche et puis de Forisson, de Dieudonné, de Soral. Et aujourd'hui, ce combat qui était déjà très actif en 2000, il ne faut pas oublier quand même la conférence de Durban qui a marqué le retour d'un antisémitisme décomplexé. Ce combat qui s'était arrêté en 2016-2017 reprend aujourd'hui avec l'attaque du Hamas. Et ce qui est très curieux dans les événements du 7 octobre, c'est que le fait que des terroristes aient tué 1200 juifs semble avoir non pas suscité un sentiment d'horreur chez certains, mais un sentiment d'exaltation. C'est ce qu'a décrit un professeur de Columbia, où il a dit, en anglais le mot c'est exhilarating, c'est-à-dire que quand il a appris que 1200 jeunes Israéliens avaient été tués, il a ressenti une sorte d'orgasme, un orgasme politique. Il était fou de joie, d'ailleurs il n'en est toujours pas revenu, et comme si les événements du 7 octobre avaient libéré la permission de tuer les Juifs dans le monde entier en toute impunité. Alors heureusement, dans les démocraties, les institutions résistent et les communautés juives ne se laissent pas faire, mais le moment que nous vivons, c'est le plus grand coming out antisémite depuis 1945. Il y a eu beaucoup d'éruptions ici ou là, mais jamais de façon aussi franche, et jamais une fraction de la jeunesse n'avait manifesté son amour, non pas de la cause palestinienne, ce qui peut se comprendre parfaitement, mais du Hamas. Parce qu'en fait, on ne distingue plus les deux. C'est par exemple ce qu'a fait Greta Thunberg quand elle exhibe le Hamas ou se drape dans un kéfier. Pour elle, les Palestiniens, c'est le Hamas, c'est les Palestiniens. Il n'y a pas d'interrogation. Alors, dans ces manifestations, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de simplification, mais il y a aussi derrière des intérêts très particuliers. Il y a des gens qui tirent les ficelles. Et ce matin, par exemple, sur une chaîne du service public, Hugo Micheron, le spécialiste du djihadisme, expliquait qu'à Sciences Po, certains des meneurs étaient directement liés à Khamenei, le guide suprême en Iran, qui d'ailleurs a tweeté en montrant des photos de ce qui se passe à Sciences Po et en expliquant que l'intifada, qui veut donc dire le soulèvement en arabe, se répandait dans le monde entier, y compris à Paris. Et donc, il y a les étudiants naïfs, il y a les idiots utiles, les abusés, et puis il y a les militants qui sont directement aux commandes et qui ont un agenda très particulier. Et par exemple, à Columbia, il y avait des affiches exaltant les brigades Al-Qassam, qui sont donc les brigades du Hamas, en disant elles viendront pour vous, c'est-à-dire pour vous les Américains et pour vous les Israéliens. Donc c'est un phénomène qui n'est pas spontané du tout, qui n'est pas à prendre à la légère, et dans lequel des esprits jeunes et naïfs
sont embrigadés à leur insu, mais je crois qu'il faut être sans aucune pitié pour ces gens, pour les meneurs au moins. Les autres, il faut leur expliquer, il faut peut-être combler leur ignorance, mais pour les meneurs, il faut les arrêter et les expulser des universités s'ils ne sont pas des étudiants. Ces meneurs, vous dites, c'est surtout l'Iran ou c'est très organisé ou c'est un peu diffus aussi malgré tout avec plusieurs centres de diffusion? Alors ça, je ne sais pas, je n'y suis pas allé, mais alors il y a une diffusion, d'abord il y a un mimétisme. Dès qu'une fac se met en grève ou en manifestation, les autres suivent, parce que c'est la cause du jour, c'est la cause à exalter toutes affaires cessantes. Mais derrière, on trouve bien entendu l'Iran, bien entendu le Qatar, mais aussi Moscou, puisque comme vous le savez, Poutine a reçu les dirigeants du Hamas et les aide et les soutient et leur donne des conseils. Tout ce qui peut affaiblir le monde occidental est bienvenu chez les Russes, au Qatar, dans l'Iran. Et puis au-delà, il faut évidemment voir la Corée du Nord et la Chine qui tirent un peu les ficelles et qui, eux aussi, se réjouissent de tout ce qui peut diviser le monde occidental. Mais ces manifestations vont évidemment faire tache d'huile. Donc, je trouve que la réaction à Sciences Po a été un peu molle, la réaction de la direction. Ils ont voulu organiser ce qu'ils appellent un town hall. Le mot est absolument grotesque, ça n'a aucun sens. On est en France, pourquoi pas dire un débat? Pourquoi aller se calquer sur l'Amérique? Mais bon, bref, il faut faire chic, il faut parler en franglish d'ignare. Et donc, le débat a lieu en ce moment, à l'heure où nous parlons. C'est très bien de débattre de tous les sujets de la Palestine, mais encore faut-il que les plus radicaux ne prennent pas la parole sur les plus modérés, ou en tout cas sur ceux qui veulent nuancer le débat. Or, c'est évidemment, ces manifestations, c'est la mort de la nuance, sans oublier aussi tous tout ce que Jacques Tarnero a appelé la nouvelle Fashion Week, c'est-à-dire tous ces jeunes gens et ces jeunes filles qui se voilent, qui s'habillent de kéfier, de drapeaux à damier. C'est une chose que Houellebecq avait déjà remarqué il y a quelques années. C'était passé, ça revient. Et donc, évidemment, tout ça fait le jeu également de l'islam radical, des frères musulmans et des différents groupes terroristes de l'islam politique. Le Premier ministre israélien a comparé l'ambiance actuelle à celle des années 30. On se demande effectivement si la violence des discours, pour l'instant verbal, essentiellement, ne risque pas de déboucher inéluctablement sur des actes de violence, un regain de violence sur les personnes. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison au niveau du degré d'intensité, d'hostilité vis-à-vis des Juifs par rapport aux années 30? Ah, c'est vrai que c'est une hostilité qui est désormais ouverte, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'antisémitisme se camouflait derrière le masque de l'antisionisme, et puis tout le monde protestait de sa volonté contre lutter contre l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, le véritable antisémite commence par déclarer qu'il n'est pas antisémite, et puis ensuite il tape sur les juifs, sur le complot mondial, sur le capitalisme financier et sur le colonialisme israélien. Donc effectivement, il y a là quelque chose qui n'est plus bloqué par une sorte de surmoi qui avait quand même été assez fort après la Seconde Guerre mondiale et qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle. Mais ce surmoi a été pulvérisé par la virulence de la haine et par la volonté des ennemis d'Israël de la diaboliser, d'en faire l'État maudit, responsable de tous les malheurs du genre humain. Vous savez, en 2004, de rue de Turenne dans le Marais, il y avait une grande affiche au moment des manifestations contre la seconde intifada, je crois. C'était sionisme, ADN criminel de l'humanité. Donc on est habitué aux affiches sionisme égale nazisme, mais là on peut dire qu'au fond, les Juifs sont ce peuple qui répand la peste et la terreur aux yeux de leurs ennemis dans le monde entier. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même a dit il y a quelques mois, je crois, ou il y a un an, que eh bien, les Juifs avaient été souvent nazis, que Hitler avait du sang juif. Vous savez, lui, il a dit, ainsi que Lavrov. Donc, on voit bien que cette réprobation qui est assez ancienne retrouve aujourd'hui une actualité.
Alors, je ne sais pas si c'est les années 30, parce que tous les camps utilisent la métaphore des années 30. Il y a une sorte de confusion sémantique des concepts qui est terrifiant aujourd'hui, terrifiante. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très mauvais, que ça ne présage rien de bon, puisqu'on sait qu'à Columbia, les étudiants juifs ne peuvent pas rentrer. On a vu hier au journal télévisé de France 2 un étudiant juif présenter sa carte et les manifestants pro-palestiniens, tous déguisés en djihadistes ou en fédayines de carton-pâte, l'empêchaient de passer parce qu'il avait un patronyme juif. Un commentateur américain expliquait récemment, les jeunes voient sur les réseaux sociaux toutes les images de Gaza. Les étudiants se sentent responsables des liens de leurs universités avec Israël et ils veulent donc lutter contre. Il semble qu'on passe directement de la case donc émotion suscitée par ces images sur les réseaux à la case action-réaction sans passer du tout par un moment de réflexion. Alors c'est peut-être ça effectivement une bonne partie du problème de nos sociétés en général, Pascal Bruckner. Oui, alors c'est pas nouveau là aussi. Chaque fois qu'il y a eu une guerre, les gens se sont mobilisés sur leur indignation face au massacre. Mais même si l'on est révulsé par ce qu'a fait l'armée israélienne à Gaza, par les morts civiles, on peut aussi l'être par les massacres du 7 octobre. Or, en général, ceci exclut cela. On le voit bien dans les grands partis de gauche en France, comme la France insoumise, ou dans les collectifs féministes, où par exemple les femmes violées en Israël par les militants du Hamas ne sont pas dignes de défiler dans les manifestations. Par exemple, le 8 mars, lorsqu'il y a une journée internationale pour la lutte des femmes, les féministes juives ont été chassées au cri de dehors les fascistes. Et c'est-à-dire que MeToo, c'est pour toutes les femmes, sauf les femmes juives, et puis par conséquence aussi, sauf pour les femmes iraniennes, sauf pour les femmes afghanes, parce qu'aujourd'hui, toute protestation contre l'islam radical est immédiatement assimilée à une sorte d'adhésion aux projectionnistes. Et donc là, on revient 10 ou 15 ans en arrière, c'est-à-dire que l'islam radical, ce n'est que la protestation des humiliés, des opprimés, contre l'empire US ou l'empire européen. Et là, je dois dire qu'on plonge dans une espèce de gloubi-boulga idéologique terrifiant, régressif, et où effectivement, comme vous l'avez dit, il manque la part de la réflexion, la part de la connaissance, la part même de savoir du terrain. Ça a été noté par beaucoup de la rivière à la mer. Quand on interroge les étudiants, ils ne savent pas quelle est la rivière, parce que c'est la Seine, le Potomac, la Loire, le Guadalquivir, et la mer, eh ben, je sais pas ce que c'est l'Atlantique. Non, peu importe, ils récitent des slogans. Alors, vous savez, la jeunesse, on le sait quand on a fait mai 68, la jeunesse, c'est l'âge bête, c'est l'âge où on récite machinalement des slogans, c'est l'âge de l'absolu. D'ailleurs, il faut voir que dans les groupes terroristes, les djihadistes recrutent les enfants. Mais on pouvait s'attendre à ce que les étudiants de Columbia ou les étudiants de Sciences Po, supposés avoir un bagage historique, ne reproduisent pas machinalement ce genre de slogan et surtout ne disposent d'une indignation aussi sélective. Donc les massacres du 7 octobre sont passés sous silence et on ne s'intéresse qu'à ce qui a eu lieu après, sans essayer de comprendre la genèse du conflit. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que dans ce soutien au peuple palestinien, c'est avant tout le soutien au Hamas. On ne cherche pas s'il y a des forces plus modérées, si par exemple l'autorité palestinienne a un autre avis sur la question. Non, d'emblée, on exalte la violence des djihadistes et même on la célèbre et même on a vu des féministes expliquer, comme Judith Butler, expliquer que certes, les viols, c'était pas bien. Oui, quand même. Ah oui, quand même, c'est pas terrible de violer, mais qu'il fallait comprendre que tout ça, c'est un acte de résistance. Et ce qui est pire encore, Judith Butler a été très critiquée en France, et il y a des féministes qui ont fait une pétition en sa faveur en disant qu'on l'avait mal compris. Et parmi ces féministes, il y a Laure Murat, il y a Annie Ernaux, bien entendu, Daniel Obono et beaucoup d'autres. Donc on voit bien que toute une partie du féminisme aujourd'hui, du néo-féminisme, a basculé dans l'antisémitisme quasiment revendiqué, sans même essayer de s'en cacher.
Et c'est cette aversion ouverte que je trouve, pour ma part, inquiétante, parce qu'effectivement, là, l'analogie avec les années 30 est forte. Simplement, il faut noter un renversement par rapport à l'avant Seconde Guerre mondiale. C'est qu'aujourd'hui, le fascisme s'exprime dans les termes de l'antifascisme. Poutine prétend écraser l'Ukraine en expliquant que les Ukrainiens sont des nazis, alors que lui se conduit plutôt comme les troupes, se conduit plutôt d'une manière fascisante. Les antiracistes aujourd'hui, les racistes aujourd'hui se prétendent antiracistes et les antisémites se revendiquent eux-mêmes de lutter contre l'antisémitisme. Non, ils n'ont rien contre les juifs. Comme l'a dit Mélenchon, je sais distinguer un juif d'un membre de Tsahal, une phrase qui est étrange, qui résonne d'une certaine façon, voilà, pour qui a étudié l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, comment on appelle la bête, la bête ignoble, la bête immonde, se déguise d'abord en militante antifasciste, antiraciste et contre l'antisémitisme. Et cette inversion de valeur, ce renversement rhétorique est très intéressant. Et donc, euh, et donc permet de toutes les dénégations, mais non, nous n'avons rien contre les Juifs, mais à condition évidemment qu'ils renient l'État d'Israël, à condition qu'ils ne s'alignent pas sur les positions de Netanyahou. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre toutes les diatribes d'un Jean-Luc Mélenchon contre le CRIF, par exemple, en qui il voit une force complotiste qui a participé à la chute de Corbyn. Et je pense que chez Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas un opportunisme électoral, c'est un retour du refoulé qui l'était de moins en moins avec les années, puisque ça fait à peu près 10 ans que Mélenchon éructe contre Israël et contre les Juifs, et là, il peut se laisser aller. Il ressemble de plus en plus, je trouve, à une sorte de frère jumeau de Jean-Marie Le Pen. Et même son habillement, sa vêture évoque un peu les miliciens des années 40 ou un peu Jacques Doriot. Euh, Jean-François Kahn remarquait qu'il ressemblait physiquement à Jacques Doriot. Alors, il faut se méfier des comparaisons historiques qui sont toujours dangereuses et toujours sujettes à caution. Mais enfin, Mélenchon, là, est un dieudoniste sans complexe. Et d'ailleurs, Ouria Boutelja, la célèbre antisémite des indigènes de la République, revendique d'avoir capté Mélenchon dans ses filets, et dit-elle dans son dernier livre, où elle m'attaque violemment, il est sa plus belle prise depuis des années. Mais Dieudonné, Soral, Mélenchon, oui, effectivement, c'était une brochette à laquelle le patron de la France insoumise doit être fier d'appartenir. Pour reprendre à Pascal Bruckner le thème de votre livre, on a l'impression que celui qui apparaîtra en position de victime se trouve ipso facto valorisé, voire héroïsé, puisque portrait de la victime en héros, donc c'est le sous-titre de votre livre. Est-ce que ça a à voir, selon vous, avec le christianisme, par exemple, cette valorisation de la victime, a priori absolue, de manière absolue? À savoir avec le christianisme et avec le judaïsme, puisque on trouve déjà dans les psaumes le complexe du serviteur souffrant. L'idée que dans la souffrance de celui qui est banni, humilié par les autres, il y a un élément de sacralité. Mais effectivement, c'est Jésus-Christ qui va le premier être ce Fils de Dieu crucifié sur la croix comme un esclave. Et ça explique la stupéfaction des Romains, ne comprenant pas comment une nouvelle religion pouvait naître d'un Dieu qui était traîné dans la boue, jeté dans la poussière. Et pour eux, cette religion n'avait aucun avenir. Ils s'étaient trompés, mais si le souci des victimes, c'est la grandeur de la culture et de la civilisation, la victimisation, en revanche, est un phénomène de dérivation et même de perversion de cette inquiétude pour les plus faibles. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les grands débats qui ont lieu, que ce soit à l'intérieur de la France ou que ce soit à l'international, sont centrés autour de cette couronne auquel ont droit ou n'ont pas droit les peuples opprimés. Et donc les Juifs ont eu droit à ce titre jusqu'en dans les années 75-80, et ensuite il leur a été retiré d'abord par les Palestiniens, par leurs avocats, par le courant révisionniste. Je pense à l'ultra-gauche de la vieille taupe,
mais aussi par Forisson. Et puis, et aujourd'hui, il y a cette utilisation abusive du mot génocide qui est employé à toutes les sauces. Et donc, si les Palestiniens, ou si l'on peut accuser Israël de commettre un génocide vis-à-vis des Palestiniens à Gaza, alors la couronne du martyr ne reviendra plus jamais aux Israéliens, et alors Hitler aura eu raison rétrospectivement de tuer les Juifs en France, puisque de toute façon, ils portaient en eux les germes du nazisme. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Jean Kelevitch l'avait déjà très bien analysé en 67 dans un petit opuscule sur le pardon, mais ça n'avait pas pris une telle ampleur. Aujourd'hui, le combat pour la revendication du mot génocide est un combat qui est universel. Et les premiers qui ont remarqué l'ambiguïté de ces termes, c'est deux juristes polonais juifs, c'est Raphaël Lemkin en 1943 et Hans Lauterpacht. Donc, c'était deux collègues réfugiés, je crois, en Angleterre ou aux États-Unis, et ils essayaient l'un et l'autre de qualifier ce qui se passait en Europe sous la botte nationale-socialiste. Raphaël Lemkin forge le terme de génocide, Lauterpacht forge le terme de crime contre l'humanité. Finalement, c'est Lemkin qui va gagner en 1947 à Nuremberg, puisque c'est le mot qui va être officiellement employé. Mais Lauterpacht fait remarquer, et rétrospectivement, il aura eu raison, que génocide va devenir l'objet d'une lutte entre tous les peuples qui feront de ce crime le ferment de leur identité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, d'abord dans le combat entre Israël et les Palestiniens, mais aussi quand on regarde l'ONU, et quand on regarde toutes les minorités ou tous les peuples qui revendiquent leur propre malheur à la tribune de l'ONU, tous ou à peu près, utilise le mot génocide comme si c'était en quelque sorte un point de départ, une base théorique nécessaire pour qu'on les prenne au sérieux. Et évidemment, si le génocide, si chaque peuple qui souffre de génocide, eh bien, le mot est totalement dévalorisé. Et puis, il faut dire aussi très simplement que lorsque l'Afrique du Sud à la fin de l'année dernière, porte plainte contre Israël pour crime de génocide auprès de la Cour de justice de La Haye, la Cour de justice ne reconnaît pas du tout le crime de génocide. Simplement, elle avertit l'armée israélienne de ne pas se tomber dans des actes génocidaires, mais personne n'a jamais qualifié les crimes de Tsahal de génocide. Il y a peut-être eu des crimes de guerre qui restent à déterminer, mais le mot génocide, qui est évidemment le mot maximal, n'a pas été utilisé par les juristes, mais qu'importe, à partir du moment où il est rentré dans le langage courant, eh bien, il est repris par tous les partis, par les médias, et aujourd'hui, il sera très difficile de contrer cette propagation d'un terme qui est par nature impropre à qualifier ce qui se passe dans la bande de Gaza. Tout cela, Pascal Bruitard, se passe avec en toile de fond, malgré tout, une forme de déclin de l'Occident, dont on parle depuis longtemps, mais qui là est malgré tout palpable au niveau aussi idéologique. Est-ce que vous avez le sentiment que ce déclin est réversible aujourd'hui? Et aussi peut-être un mot sur Israël, puisque vous y êtes allé récemment en voyage, où il semble que Israël ne réagit pas comme l'Occident, c'est-à-dire précisément à une sorte de résilience, de combativité qui n'existe peut-être plus en Occident. C'est-à-dire qu'on reproche peut-être à Israël aussi de se défendre. Tout ça pour dire qu'il y a une dissociation d'Israël par rapport à cet Occident en déclin. Ça explique peut-être aussi, cette tension croissante. Oui, vous avez raison. Enfin, moi, le déclin de l'Occident, je l'analyse depuis 83, depuis le sanglot de l'homme blanc. Mais je pense toujours qu'il est réversible. Enfin, je ne crois pas à la fatalité dans l'histoire. Mais il faut voir, par exemple, que ces étudiants de Columbia dont on parlait au début de notre entretien, leur haine s'adresse à Israël, mais d'abord et avant tout à l'Amérique. L'Amérique qu'on écrivait dans les années 70 avec deux cas. L'Amérique horrible, l'Amérique du Ku Klux Klan, l'Amérique du grand capitalisme, l'Amérique des super riches, de la ségrégation, du racisme. C'est aussi tourné contre
leur propre pays. Ces enfants gâtés de la société nord-américaine se révoltent contre leurs privilèges et ils voudraient en quelque sorte piétiner leur civilisation. Nous sommes, nous occidentaux, probablement la seule culture qui rêvons ouvertement de détruire notre mode de vie, de détruire nos institutions, de détruire nos démocraties, de détruire les avantages dont nous bénéficions et de les piétiner, de les jeter dans les poubelles de l'histoire. C'est quand même un mouvement hallucinant quand on y pense. Aucune société dans l'histoire n'a voué à sa propre substance une telle détestation et avec un tel enthousiasme. Donc ça, c'est une chose que j'ai passé ma vie à analyser et à déplorer. Et c'est vrai que quand on va en Israël, eh bien, on trouve des gens très remontés souvent contre le gouvernement Netanyahou. Ça, je crois que c'est même un sentiment très partagé, même chez les centristes, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi et que je n'ai pas analysées ici. Mais en même temps, il n'y a aucun doute sur la nécessité de mener la guerre contre le Hamas et contre les terroristes palestiniens. Effectivement, à tous les griefs traditionnels que l'on peut adresser aux Juifs depuis l'aube des temps, il y a celui d'incarner l'Occident qui se bat, l'Occident qui prend les armes, l'Occident qui ne plie pas le genou devant l'ennemi. Et d'ailleurs, il faut voir que les pays qui soutiennent le plus Israël en Europe sont plutôt d'ailleurs les pays qui eux-mêmes se battent pour leur liberté. On sait que l'Ukraine est très, très proche d'Israël et très en faveur du combat contre l'islam radical, mais aussi la Pologne, les Pays-Bas, qui n'ont pas toujours eu des relations exemplaires avec leur communauté juive, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'aujourd'hui, on rejoint cette lutte pour la liberté. Et donc, euh, nous sommes tellement tentés par les accommodements, nous sommes tellement tentés, pardon, par les compromis avec notamment l'islam radical, que la vivacité dont font preuve les Israéliens et le patriotisme, puisque là-bas, tout le monde fait son service militaire, y compris les femmes, peut heurter certaines personnes. Et donc, nous, nous couvrons Israël de tous les péchés du monde pour peut-être aussi pour masquer deux choses. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'on peut prouver que les Israéliens sont des nazis, eh bien, nous n'avons plus du tout à regretter ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en quelque sorte, le mal était en germe déjà dans dans les communautés qui ont été la cible du nazisme. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au fond, Israël est un fauteur de guerre éternel. C'est de là que vient la source du mal, la source de la barbarie du monde entier. Et vous savez qu'en 2003, 2004, il y avait eu des sondages qui avaient été faits expliquant que ce petit État, grand comme deux départements français, était probablement la plus grande source de bellicosité dans le monde entier. Je me souviens que Dominique de Villepin, dont on sait le peu de sympathie pour l'État d'Israël, avait commenté ce sondage en expliquant qu'effectivement, ça disait beaucoup, qu'il fallait absolument qu'Israël range les armes et se plie à au pacifisme européen. Mais donc voilà, le moment que nous vivons est horrible, il est horrifiant, mais il est passionnant parce qu'effectivement, il agrège sur lui un certain nombre de préjugés et de renoncements qui nous constituent en tant qu'Européens et Américains. Et je pensais naïvement, allant aux États-Unis tous les ans, ayant de la famille là-bas, que les États-Unis échapperaient à cette mentalité, mais je vois qu'ils y plongent à pieds joints. Et c'est évidemment là, le signe que le wokisme a importé aux États-Unis un peu de cette mauvaise conscience occidentale qui est prête à se convertir à tous les renoncements pour s'abolir. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, le combat doit se maintenir sur plusieurs fronts. Le combat contre l'Iran, évidemment, là, ce régime abominable doit être affaibli le plus possible. Et j'espère que la riposte militaire israélienne sera déterminante sur ce plan, même si elle doit rassembler avec elle un certain nombre de pays arabes, parce que là aussi, c'est intéressant de voir qu'Israël n'est pas si seul que cela. Aux côtés d'Israël, il y a quand même un mastodonte
qu'on oublie un peu trop, qui s'appelle l'Inde, l'Inde de Narendra Modi. Souvenez-vous que près de 100 000 Indiens voulaient s'enrôler dans les rangs de Sahel pour combattre le Hamas au mois d'octobre 2023. Le poids de l'Inde, c'est quand même pas rien, et ça contrebalance la Chine et la Russie. Il y a aussi l'Argentine de Milei, il y a beaucoup de pays africains. Et puis, on avait déjà eu l'occasion de se le dire lors d'une réunion, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ne sont pas très favorables à l'Iran, n'aiment pas le Hamas. Et donc, je pense qu'Israël fait aussi le sale boulot pour les pays arabes, dont il faut espérer, si l'Iran est affaibli, si le Hamas est militairement mis à genoux, qu'ils évolueront peut-être dans les décades à venir vers un usage plus modéré de leur religion. Et puis derrière l'Iran, il y a évidemment Poutine. Poutine et son antisémitisme bien connu. Je rappelle que le grand rabbin de Moscou est allé se réfugier à Tel Aviv, que Poutine a eu des mots totalement antisémites en expliquant que les nazis étaient des juifs, etc., etc. Et puis, il y a évidemment il y a aussi le rôle très ambigu de la Turquie, qui est prise entre deux feux. Et derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la Corée du Nord et la Chine. Donc, la coalition anti-occidentale doit nous rapprocher d'Israël. Quoi que l'on pense de son gouvernement actuel, mais les choses peuvent changer parce qu'une démocratie a aussi un système judiciaire très fort. Il faut voir si des élections vont être organisées ou non en Israël prochainement. Mais en tout cas, il va falloir donner des cours d'histoire à nos étudiants de Sciences Po et de Columbia, parce que manifestement, c'est une matière qu'ils ont dû sauter lors de leurs études précédentes. Alors, bon, c'est l'heure de s'arrêter, Pascal Bruckner, mais j'ai quand même encore une toute dernière question, peut-être Oui, plus personnelle. Alors, vous vous êtes raconté dans un livre intitulé Un bon fils, qui est paru il y a une dizaine d'années maintenant, dans lequel vous parliez notamment de votre père, qui était, dites-vous, un antisémite obsessionnel. Aujourd'hui, finalement, le monde se divise assez nettement, comme vous venez de l'expliquer, de manière assez radicale, entre deux camps, pro et anti-Israël. Le dialogue devient de plus en plus difficile. Nathalie Ona, par exemple, citait ce matin Stéphane Zweig, qui disait dans Le Monde d'hier, c'était en 1939, peu à peu, il devint impossible d'échanger avec quiconque une parole raisonnable. Toutes les conversations se terminaient par de grossières accusations. Il ne restait dès lors plus qu'une chose à faire, se replier sur soi-même, se taire aussi longtemps que durerait la fièvre. Vous-même, Pascal Bruckner, on le voit, vous êtes dans le camp d'Israël, vous ne vous taisez pas, au point que d'ailleurs vous passez très souvent pour un intellectuel juif. À quoi cela tient, au fond, que l'on tombe dans un camp ou dans un autre, que l'on soit, que l'on adhère à un camp ou à un autre aujourd'hui? je ne sais pas, je pense que ça tient à une certaine forme de lucidité. Et moi, j'ai appartenu pendant longtemps à la gauche antitotalitaire, donc dès les années 70-80, je militais en faveur des dissidents d'Europe de l'Est et des dissidents du RSS. Et puis, je n'ai pas changé et j'ai vu apparaître l'islam radical après le 11 septembre comme une nouvelle forme de totalitarisme. Mais dès ce moment-là, la gauche officielle et même les médias expliquaient que eh bien, ce qui s'était passé lors de l'effondrement des tours, c'était au fond bien mérité. C'est la fameuse phrase de Jean Baudrillard, se félicitant de la chute des tours et disant que c'était un prêté pour un rendu. Je me souviens notamment d'interviews sur Europe 1 où on disait, mais quand même, ces tours de World Trade Center, c'est quand même très arrogant pour les peuples humiliés du tiers-monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, la plus haute tour du monde se situe à Dubaï. Je crois qu'elle fait près de 400 mètres de haut et l'Arabie Saoudite va en construire une autre encore plus grande. Mais il y a une volonté de ne pas voir, une volonté de s'aveugler. Et aujourd'hui, évidemment, le totalitarisme n'a pas le seul visage de l'Allemagne nazie, il en a plusieurs. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il se dissimule sous le masque de, 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 de la lutte contre la peste brune ou contre la peste noire. Donc les gens sont abusés. Ils se disent on nous ment. Effectivement, ces gens sont d'authentiques démocrates. Et puis il y a aussi une autre raison qui fait que on se tait beaucoup, c'est la peur. Les intellectuels ont peur. Dès que les intellectuels ouvrent la bouche, ils sont menacés de mort, ils sont obligés de prendre des gardes du corps. Ah ben là, je suis obligé de faire référence à mes petits camarades.
Michel Houellebecq avait été menacé de mort. Il a eu des gardes du corps pendant 1 an et demi. Gilles Kepel, Bernard-Henri Lévy, mon ami Philippe Val, tous les dessinateurs de Charlie sont aujourd'hui sous protection policière. Donc j'ai encore la chance de ne pas l'être, mais on se fait souvent insulter dans la rue. Et moi, l'insulte que je reçois le plus souvent depuis quelques années, c'est combien les Juifs t'ont payé. Ils t'ont payé combien les Juifs? Et alors je suis obligé de répondre ironiquement, ben, vous savez, ils sont très surfaits, pas beaucoup. Mais je ne suis pas sûr que mes interlocuteurs comprennent ce genre d'ironie. Mais donc, le fait de hurler avec les loups contre Israël, c'est une certaine manière aussi d'épouser le conformisme ambiant, c'est de se dire on est dans le bon camp. Voilà, on est dans le bon camp, on est dans le camp du bien. Et, la vraie victime aujourd'hui, c'est le Palestinien. Et le vrai juif, il parle arabe, il porte le kéfier. Et bah, il faut expliquer que les choses sont plus complexes, qu'on peut être à la fois pro-israélien et être en faveur éventuellement d'un État palestinien, même si la chose est difficile à concevoir aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas encore d'État palestinien, mais il y a déjà 2 gouvernements qui se revendiquent de cet État et qui se font la guerre au sens strict du terme. Donc, voilà, c'est une éducation, j'ai une éducation d'après-guerre. Je pense que ma génération a été tellement marquée par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale que nous avons peut-être une faculté de déchiffrer les, euh, les, les monstres ou les nouveaux barbares, même lorsqu'ils se drapent dans la toge du damné de la terre. Et ça, c'est toute la tragédie de ce parti qui s'appelle la France insoumise et qu'on devrait plutôt rebaptiser la France indécente. Merci beaucoup. Merci Pascal Bruckner Merci d'avoir pris le Antoine. temps de nous répondre. Merci à tous pour votre attention. Alors, reste encore quelques places pour notre soirée du 20 mai prochain au Centre Begin à Jérusalem. Donc, réservez rapidement, si vous le voulez, en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt donc pour d'autres interviews et puis dans quelques temps à Jérusalem. Merci encore Pascal Bruckner. Merci à Merci. tous. Merci, au revoir Antoine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.